va être amené dans les prochaines années à étudier le microbiote fécal du nouveau-né et en fait, on va le monitorer, le suivre en fait tout au long de la vie. Et à chaque événement de la vie, une opération, une infection sévère, etc., on refera une étude du microbiote fécal. Lorsqu'il se déséquilibre, ce qu'on appelle la dysbiose, et bien à ce moment-là, on le rééquilibrera pour le maintenir toujours en force, en état de résister. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et à votre microbiote ce matin, mon invité est le docteur William Bérébi. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue, expert en médecine interne. On verra ce que c'est que la médecine interne et animateur du podcast Merci Docteur. May the force be with you doc, today. Exactement, la force est avec nous et à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est très bien que vous commenciez comme ça puisque j'allais vous interroger sur Star Wars. Vous connaissez évidemment, qui ne connaît pas. Et vous avez les midi-chloriens, vous savez, ces substances invisibles qui sont dans le corps des Jedi. Et donc, ils retirent de cela leur force. Et nous, notre force, c'est notre microbiote intestinal, ou flore intestinale, comme on l'appelait avant. Et ce sont ces milliards de bactéries, en fait, qui vont réguler notre santé et qui vont nous donner la force de résister aux agressions. Et on apprend à cette occasion que vous êtes un fan de la saga Star Wars. Absolument. Vous publiez Médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé aux éditions Marabout. Alors c'est un livre qui répond à une demande de vos patients qui parfois sont un peu noyés avec toute l'offre, parce que de toute façon les startups et les laboratoires ont bien compris qu'il y avait une manne sur les probiotiques et les prébiotiques et les postbiotiques, enfin tout ça. Et donc, les patients sont noyés. C'est ça. Et donc, vous proposez vos propres, on dit protocole aujourd'hui. Oui, c'est ordonnance. Voilà, on l'a appelé protocole microbiotique. Alors, en effet, pour comprendre l'historique, 2008, on identifie toutes les bactéries grâce à le séquençage de l'ADN des bactéries. Je m'y intéresse tout de suite parce que je me dis qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer. Je commence à colliger toutes les publications qui sortent sur l'application pratique clinique du microbiote intestinal. Et en 2016, je commence à élaborer des protocoles pour différentes pathologies à base de médecine microbiotique, c'est-à-dire de prébiotiques et de probiotiques. Et je vois l'utilisation dans les problèmes d'intestin, mais aussi dans l'obésité, les problèmes de stress, les problèmes hépatiques, et avec des résultats excellents. Et de ce fait, au fur et à mesure des années, je les ai utilisés de plus en plus. Et au bout de quelques années, l'idée est devenue une évidence qu'il fallait en faire un livre pour pouvoir diffuser au maximum de gens. Pour vous, nous sommes rentrés dans ce siècle, le 21e, dans l'ère de la médecine microbiotique. Oui, c'est comme ça que je l'ai appelé. Bon, j'ai créé ce terme qui n'existait pas, et j'ai créé le concept parce qu'effectivement, pour moi et pour beaucoup de scientifiques, c'est la révolution. Je vous donne 2 exemples. On va être amené dans les prochaines années, donc peut-être dans 10 ans, 15 ans, à étudier le microbiote fécal du nouveau-né et en fait, on va le monitorer, le suivre en fait tout au long de la vie. Et à chaque événement de la vie, une opération, une infection sévère, etc., on refera une étude du microbiote fécal. Quand la technique sera véritablement validée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, j'insiste. Donc, c'est ce que vous dites, et c'est vrai que c'est un conseil que vous donnez depuis longtemps à tous ceux qui payent des tests, souvent 750 €, même plus que ça, pour avoir le séquençage. C'est ça, pour avoir une espèce d'étude du microbiote, mais en fait qui n'a aucune utilité, puisque l'étude du microbiote fécal, pour que ce soit valable, il faudrait que ce soit standardisé, c'est-à-dire qu'il y ait une technique validée par tous et reproductible. Et c'est absolument pas le cas, puisque les startups font leurs propres tests et s'auto-homologuent en fait. Donc pour l'instant, c'est pas du tout utile et je vous déconseille de le faire, puisque ça ne sert à rien en fait. C'est joli, mais ça ne sert à rien pour vous soigner. En revanche, dans 10 ans, peut-être, on aura l'étude du microbiote fécal à la naissance, puis on le suivra tout au long de la vie. Et à chaque étape de la vie, lorsqu'il se déséquilibre, ce qu'on appelle la dysbiose, et bien à ce moment-là, on le rééquilibrera pour le maintenir toujours en force, en état de résister. Et s'il résiste bien, notre microbiote intestinal, eh bien, on aura la capacité à lutter, la capacité à éviter les infections digestives, mais aussi les infections ailleurs, et puis d'éviter également le développement de maladies auto-immunes, etc.
Alors pour qu'on comprenne bien, à quel âge le microbiote se développe-t-il? Parce que là, vous parlez du nouveau-né. On est en train de faire une émission alors qu'il y a du bruit dans les couloirs. C'est l'imam Abdelali Mamoun qui exerce sa voix, et je peux vous assurer qu'il a la voix qui porte. Et c'est difficile de rester concentré sur un sujet quand vous entendez la voix de l'imam Abdelali. À la naissance, qu'est-ce qui se passe? On arrive avec quel capital microbiotique? Alors, tout dépend de la qualité du microbiote de la maman, et tout dépend de la manière dont on va venir au monde. Si on est par voie basse, à ce moment-là, on va récupérer, c'est une espèce de copier-coller, le microbiote intestinal de la maman. Et donc, il va être en place dès la naissance. Mais qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a qu'à ce moment-là que l'enfant va commencer à avoir des bactéries. À la naissance. Ouais. Alors, il y a un débat sur est-ce que le nouveau-né n'est stérile ou pas, mais en gros, on va considérer qu'il est stérile et qu'il va récupérer au moment du passage de la voie vaginale le microbiote intestinal de la maman. Donc c'est au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement. Bah oui, puisque comme vous le savez, vagin et rectum sont juste à côté, et donc le passage va faire que le nouveau-né va collecter en quelque sorte tout le microbiote, enfin une partie du microbiote, mais ce sera un copier-coller en petit volume de celui de la maman. En revanche, si l'enfant naît par césarienne, eh bien évidemment, il ne récolte pas le microbiote intestinal de sa mère. Et là, il va constituer son microbiote progressivement par la peau. Donc ça va être les caresses, ça va être la tétée, etc. Et là, il va constituer progressivement son microbiote intestinal. Et donc la grande différence, c'est qu'au lieu de l'avoir tout de suite, il va l'avoir au bout de 5 ans, dans sa forme définitive. Et donc c'est pour ça que les enfants nés par césarienne ont plus de risques de certaines pathologies comme l'asthme, comme même l'obésité ou le diabète, plus tard à l'âge adulte. Et donc, alors, après la naissance, quelles sont les grandes étapes du développement et la construction du microbiote, et à quel âge on peut dire que finalement c'est terminé? Alors, à la naissance, si on est par voie basse, si le nouveau-né naît par voie basse, sinon, à l'âge de 5 ans, il y aura le microbiote dans une forme définitive. Et après, évidemment, à 5 ans, ou même à la naissance, dans les premières années de la vie, ça va dépendre de ce qui se passe aussi. Est-ce que l'enfant reçoit beaucoup d'antibiotiques parce qu'il fait des otites? Est-ce que l'enfant est bien alimenté, consomme suffisamment de fibres, etc., etc. Donc tout ça, c'est des facteurs extrêmement importants à prendre en compte pour, dès le début de la vie, hériter. C'est le premier héritage de la vie, si je puis dire, hériter du microbiote le plus efficace, le plus résilient. Résilient, ça veut dire capacité à résister, à se défendre. Et si on a un bon microbiote, on va vivre mieux, en bonne santé plus longtemps, et on va développer beaucoup moins de pathologies diverses. Et après, et vous l'expliquez dans votre livre, le microbiote vieillit. Et finalement, quand on arrive à 60-65 ans, on a un microbiote qui est peut-être moins efficace. Tout à fait. Donc, vers l'âge de 65 ans, effectivement, le microbiote s'appauvrit, donc devient moins varié. Donc, notamment, la variété, si vous voulez, des espèces diminue. Et de ce fait, ça explique là aussi que les personnes âgées puissent développer plus d'infections et plus facilement, et des formes éventuellement plus graves. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent de quoi se compose le microbiote, moi j'ai appris un mot, c'est le mot commensal. Commensal. Commensal, ce sont les microbes qui existent dans notre tube digestif à l'état normal. Puisque dans notre tube digestif, on a 39 000 milliards de bactéries. Donc c'est considérable dans l'intestin grêle et le côlon. Et nous avons 1000 espèces en tout. Et chacun d'entre nous n'a pas les 1000, mais on a quelques centaines d'espèces différentes chacun. Et donc, commensal, ça veut dire, effectivement, c'est les bactéries qui sont là, à l'état normal, et qui vont justement être notre force et communiquer avec l'ensemble des organes du corps. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le microbiote, c'est central, c'est le patron du corps humain, comme je l'appelle. S'il est bon, il résiste. Alors pourquoi il résiste? Parce que vous mangez bien, et il va faire barrière. C'est-à-dire que son rôle numéro 1, on va dire, c'est la notion de barrière. Si il est imperméable, étanche, les bactéries pathogènes, donc qui sont les autres, voilà, qui sont les autres, les méchantes, qui sont les gentilles, et les pathogènes qui sont les méchantes. Ouais. Les méchantes, elles peuvent pas passer, donc pas de problème. Si elles passent, elles vont aller dans différents organes et causer des dégâts. Ça peut être dans le foie, ça peut être dans le cerveau, etc. Et puis il y a des substances chimiques aussi qu'on ingère via l'alimentation, les métaux lourds,
les insecticides, les additifs, les émulsifiants, les fameux E qu'on voit sur l'épigénétique, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, d'une certaine manière. Et donc tout ça passe, et à ce moment-là, si votre intestin est poreux, c'est le fameux intestin poreux, et si ça passe, ça va aller différents endroits de l'organisme et causer des problèmes auto-immuns ou autres. Alors, il y a les bonnes et les mauvaises bactéries. Les champignons, où ils sont? Alors, ils sont aussi pareils. Ils sont dans le même endroit? Oui, tout à fait. Ouais. Tout ça, il faut raisonner à échelle de côlon. C'est là où il y a le plus de microbes. Donc, bactéries, champignons, virus, levures. Et vous en avez également dans l'intestin grêle, mais un peu moins. En fait, plus on descend, moins il y en a. Dans l'œsophage, il n'y en a pas du tout. Dans l'estomac, il n'y en a pas, puisqu'il y a l'acide chlorhydrique qui détruit les bactéries, d'accord, les microbes. Et puis après, il y en a plus dans l'intestin grêle, et il y en a beaucoup plus dans le côlon, où la densité est la plus élevée. Le rôle des champignons, parce que c'est vrai que maintenant, on commence aussi à communiquer sur les champignons. Tout à fait. Alors, les champignons jouent un rôle important, effectivement, dans l'équilibre, dans l'eubiose, c'est-à-dire l'équilibre du microbiote intestinal. Donc, l'eubiose. L'eubiose, ça veut dire c'est équilibré. Ça va bien. Dysbiose, ça va bien. Dysbiose, c'est déréglé. Et donc, ça joue un rôle, effectivement. Alors, on est au début, on connaît beaucoup moins bien les champignons et leur rôle dans la santé que les bactéries. Il y en a un qui est très populaire. Oui, il y a le Candida albicans, qui fait l'objet d'un commerce très juteux et totalement inadapté, puisque beaucoup de praticiens proposent aux patients de faire une sérologie de la candidose qui ne sert à rien, de faire des tests divers et variés sanguins qui ne servent à rien. Et donc, en fait, le Candida albicans, il est là à l'état normal dans notre tube digestif, en définitive. Et c'est quand ça va se dérégler qu'il peut, à ce moment-là, entraîner des symptômes et des pathologies, surtout au niveau du vagin, par exemple, la mycose vaginale, entre les pieds, entre les orteils, etc. Mais en gros, dans l'intestin, c'est normal d'en avoir. Et même quand on fait un examen de sel, on va en trouver, et c'est pas pour ça que c'est un signe que quelque chose ne va pas. Oui, c'est normal d'en avoir. C'est normal d'en avoir. Ouais. Bien. Le dernier dont on n'a pas parlé et qui est important, c'est le mucus. Alors le mucus, on parlait de barrière tout à l'heure. Voilà. Le mucus, c'est une couche, en fait, protectrice, comme une espèce de gel, qui va justement rendre l'intestin imperméable. Et ce mucus, il est sous la dépendance, là aussi, des bactéries. C'est-à-dire que les bactéries en fabriquent, et grâce à la fabrication de ce mucus, l'ensemble bactéries, donc le microbiote et ce mucus, vont former cette barrière étanche qui va empêcher le passage des substances toxiques. Voilà, le docteur William Bérébi est avec nous, gastro-entérologue et hépatologue, expert en médecine interne et qui publie Médecine microbiotique, soignez tous vos maux grâce aux probiotiques aux éditions Marabout. Alors, on pensait tout savoir sur les probiotiques, mais non, il y a les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques et les postbiotiques. Dis donc, dites-moi. Alors, c'est un peu compliqué, mais on peut simplifier ça très simplement, d'une certaine manière. Prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Donc, on a nos 39 000 milliards de bactéries, nos patrons, qui vont réguler notre santé. Ils ont besoin de manger. C'est un organe à part entière qui consomme de l'énergie. Donc, comme nous, on a besoin de manger, lui, il faut l'alimenter. Donc, il s'alimente avec des fibres. Les fibres alimentaires, donc les légumes, les fruits, les céréales complètes et les légumineuses. Donc ça, c'est les prébiotiques. Voilà, on arrive. Les probiotiques, c'est les bactéries elles-mêmes. C'est-à-dire, probiotiques, c'est pour la vie, ça signifie. Et donc, c'est la prise de bactéries vivantes sous forme de gélules ou dans l'alimentation, comme dans le pain au levain, par exemple. Et puis, les postbiotiques, c'est ce que fabriquent les bactéries. Parce que figurez-vous qu'en plus, elles fabriquent des substances, ces fameuses bactéries. En plus de réguler, d'empêcher le passage des substances toxiques, elles vont fabriquer des substances qu'on appelle postbiotiques. Et ces substances ont des effets positifs, bénéfiques pour notre santé. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de confusion parce qu'aujourd'hui les gens confondent encore les choses, et c'est aussi l'idée pour laquelle vous avez écrit votre livre, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent prendre n'importe quelle souche à partir du moment où c'est un probiotique, alors que chaque souche, a priori, a une fonction particulière. Exactement. C'est effectivement le guide un peu de mon livre, c'est-à-dire que en consultation depuis des années, je vois effectivement beaucoup de patientes ou de patients qui prennent des probiotiques parce que les patients ne sont pas idiots du tout. Ils ont parfaitement compris que c'était très intéressant et très utile pour la santé. Mais d'ailleurs, 80% des gens l'achètent en automédication. Donc, ils ont compris que c'est important.
Qu'est-ce qui se passe en pratique? Ils vont l'acheter soit guidé par une amie, soit par les réseaux sociaux, soit à la pharmacie. Et à la pharmacie, on va leur donner des probiotiques, mais pas toujours celui qui est adapté, parce que le pharmacien n'aura pas le temps de vraiment savoir ce qui convient aux patients. Et en fait, tous les probiotiques ne se valent pas. C'est effectivement un très gros marché. D'ailleurs, je précise au passage que je suis totalement indépendant et que je n'ai aucun lien de commerciaux ou quoi que ce soit avec l'industrie pharmaceutique. Vous n'êtes pas consultant, vous n'animez pas des séminaires, on ne vous invite pas pour faire des conférences? On m'invite, mais j'ai refusé toutes les missions d'experts pour justement que mon discours soit parfaitement audible et qu'on ne puisse pas me taxer d'être influencé par Pierre, Paul ou Jacques. Donc, j'ai aucun lien. Ce qui veut dire que ce qui m'a intéressé, c'est de savoir quelles souches marchaient, donc au vu des publications, dans l'intestin irritable, dans l'obésité, dans la maladie du foie gras, qui est un problème de santé publique important, dans le stress, etc. Et de le mettre dans un livre pour que les patients sachent, pour tel ou tel problème, quelles souches ils doivent prendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis les souches, mais aussi les non commerciaux, puisque les souches, ça peut être opaque. Et là, vous avez les souches, les différentes souches adaptées, les non commerciaux, les posologies et la durée de traitement. Alors, vous vous intéressez à plusieurs pathologies pour lesquelles les gens vous consultent, le fameux syndrome de l'intestin irritable. Vous dites que c'est une maladie qui est complexe. Qu'est-ce qui est complexe dans le syndrome de l'intestin irritable ? Alors ça, c'est un vrai sujet, puisqu'en fait, ce syndrome répond à des critères cliniques, donc on fait le diagnostic avec des critères et en éliminant d'autres pathologies. Donc c'est ça, vous expliquez qu'en fait, on pose le diagnostic en éliminant d'autres. C'est ça, il y a une vraie méthodologie, si vous voulez. L'intestin irritable, c'est pas vous avez mal au ventre, vous avez 30 ans, vous êtes stressé, vous avez un intestin irritable. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est un diagnostic qui repose sur des critères qu'on appelle les critères de Rome, c'est-à-dire des douleurs abdominales depuis plus de 6 mois, qui ont certaines caractéristiques, des troubles du transit, diarrhée, constipation ou alternance des deux. Et on va éliminer des ballonnements. Des ballonnements. Alors, c'est pas dans les critères, mais c'est fréquent. Les ballonnements et les flatulences, c'est-à-dire les fameux PAIS. Et donc, si vous voulez, on va procéder par élimination, on va éliminer une pathologie organique. Une pathologie organique, ça veut dire une maladie inflammatoire, comme la maladie de Crohn. On va éliminer un cancer du côlon, parce qu'il faut toujours se méfier après 40 ans notamment. On va éliminer un problème de thyroïde, etc., etc. Donc il y a tout un bilan, si vous voulez, à faire. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a écarté les autres diagnostics, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut dire, voilà, monsieur, madame, vous avez un syndrome de l'intestin irritable. Et là, souvent, effectivement, les patients sont un peu perdus parce qu'on leur dit, bah voilà, vous êtes stressé, détendez-vous, prenez un antispasmodique et du spasfon. Et en fait, c'est complexe. Alors pourquoi c'est complexe ? Parce qu'en fait, les mécanismes qui aboutissent au développement du syndrome de l'intestin irritable sont au nombre de 5. Alors je vais vous en donner 2 principaux. La dysbiose. En fait, le microbiote est déséquilibré chez les patients qui ont un intestin irritable. Ça, on l'a constaté. Voilà. Dans des études, on prend les patients, on étudie leur microbiote fécal dans les laboratoires de recherche et on a identifié qu'ils étaient en dysbiose, donc déséquilibre de la flore. Donc, il faut rééquilibrer cette flore avec notamment les bonnes souches de probiotiques. Et puis, modifier l'alimentation aussi, c'est-à-dire les probiotiques. Il y a votre protocole dans le livre, il y a voilà. Il y a 5 dans le livre, j'ai mis les 5 probiotiques validés scientifiquement dans l'intestin irritable avec les posologies, c'est-à-dire les doses, etc. Pour que les patients ne soient pas perdus par rapport à ça. Parce que là aussi, souvent, je vois des patients qui ont pris des probiotiques, mais pas nécessairement le bon, adapté à leurs problèmes. Donc vous avez la dysbiose. De l'autre côté, vous avez le cerveau. Les patients qui ont un intestin irritable, ils sont souvent un petit peu stressés ou anxieux. Mais ça ne résume pas du tout le problème. Et donc, l'intestin va envoyer des informations au cerveau en disant « moi, je ne suis pas en forme ». Puisqu'il y a 200 millions de neurones qui partent de l'intestin et qui vont au cerveau. Le cerveau va recevoir cette information, lui-même est déjà, on est plutôt sur un terrain un petit peu stressé, il va renvoyer des informations à l'intestin, en disant « moi aussi je ne suis pas en forme, et effectivement j'ai reçu des informations comme quoi tu n'étais pas en forme ». C'est comme 2 personnes qui dialogueraient. Si les 2 vont bien, ils vont se booster, si les 2 sont malades, ils vont s'envoyer des informations négatives et ils vont s'aggraver en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe. Et le cerveau va envoyer des informations à l'intestin, et ces informations vont augmenter les douleurs, par exemple. C'est-à-dire que le patient, il va avoir plus de douleurs parce que le cerveau lui a dit... Les fameuses douleurs chroniques qu'on retrouve donc... dans l'intestin irritable. Mais ça part de l'intestin, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ça part oui, ça part des 2. L'intestin, ça commence. Le cerveau lui-même, il a un terrain un petit peu anxieux et il va recevoir un stimuli. Donc, c'est-à-dire, il va être stimulé dans le mauvais sens en disant, l'intestin lui dit, moi j'ai un problème.
Et lui, il dit effectivement, tu as un problème. Et il lui renvoie donc une information négative qui augmente les douleurs. Et donc, les deux acteurs, si vous voulez, ou les deux personnes sont malades, en quelque sorte, ou en fonctionnement défaillant, et s'échangent des informations négatives, en disant « je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien ». Donc, c'est un cercle vicieux, si vous voulez. Et donc, c'est pas en traitant que le stress ou en traitant que le microbiote qu'on va améliorer les patients. Il faut améliorer les deux acteurs. Et de ce fait, au bout de quelques mois, on va observer une amélioration du dialogue et une amélioration globale des symptômes. Mais docteur Bérébi, le syndrome de l'intestin irritable, c'est dû à des intolérances alimentaires? Alors non, c'est complètement différent. Les intolérances alimentaires, c'est autre chose. Vous pouvez avoir... Donc moi, avant de poser le diagnostic, j'exclus aussi par le régime séquentiel que j'ai mis au point une intolérance au fructose, c'est-à-dire en gros aux fruits, une intolérance au gluten ou une hypersensibilité au gluten, et aussi sur les légumineuses. Donc je fais 3 phases en fait, et grâce à ces 3 phases, j'identifie éventuellement une intolérance au fructose, donc aux fruits, associée au syndrome de l'intestin irritable. C'est pas la même chose, mais vous pouvez avoir très bien une intolérance une hypersensibilité au gluten ou une intolérance aux fruits, et avoir aussi un syndrome de l'intestin irritable. Vous voyez, c'est très complexe en fait. Parce que c'est un mythe qu'a la vie dure finalement, qui dit voilà, c'est dû à des intolérances alimentaires. Non. Non. Et en fait, si vous voulez, alors effectivement, les patients qui ont un intestin irritable, souvent on leur fait faire, ou ils le font d'eux-mêmes d'ailleurs, le régime pauvre en FODMAP. Alors le FODMAP, je ne l'ai jamais utilisé parce que effectivement dans les publications, on a vu que ça a amélioré les patients, mais en fait dans la vraie vie, c'est impossible d'arrêter tout ce qui est gluten, donc le blé, etc., d'arrêter le lait, d'arrêter les fruits, tout ça en même temps, c'est juste pas possible, vous ne pouvez pas vivre, puisqu'il faut le faire 6 semaines. Et après, il faudrait réintroduire les aliments les uns après les autres. Bon, dans la vraie vie, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai démembré le FODMAP en plusieurs phases qui permettent d'une façon extrêmement simple d'identifier les intolérances alimentaires éventuelles qui peuvent donc être associées au syndrome de l'intestin irritable. Aujourd'hui, il existe des tests qui permettent de diagnostiquer un syndrome de l'intestin irritable? Alors non, il n'y a aucun test en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Là aussi, il y a tout un business, un marketing où il y a des personnes qui veulent vendre des tests aux patients, mais en fait, il n'y a ni test respiratoire, ni test sanguin qui puissent faire le diagnostic. Le diagnostic, c'est des critères cliniques et élimination d'autres pathologies en amont. Vous avez parlé des protocoles que vous mettez en place et que vous donnez dans votre livre. Pourquoi est-ce que vous, par exemple, vous ne prescrivez pas des probiotiques de manière continue? Alors, les probiotiques de manière continue, dans mon expérience et dans les publications, j'ai observé que si on les mettait en continu, on pouvait avoir, comme on apporte des bactéries, évidemment, ces bactéries, elles vont avoir tendance à fabriquer des gaz. Et donc, en continu, ça peut parfois, je l'ai observé dans à peu près 10-15% des cas, donner des ballonnements. Et donc, du coup, fausser... donc, ne pas donner l'effet escompté, et puis fausser l'interprétation des symptômes. Donc, c'est pour ça que je fais 2 mois, arrêt d'1 mois, 2 mois, arrêt d'1 mois. Il faut faire des pauses. Des pauses. Je fais voilà. Bon, alors, pause 1 mois tous les 3 mois. Pour ceux qui souffrent d'un syndrome de l'intestin irritable, vous avez une astuce naturelle. Oui, alors la menthe poivrée, la fameuse. Voilà, la fameuse menthe poivrée. Donc, toujours dans des études scientifiques validées, puisque je me base toujours que sur ça. Tout ce que j'écris est basé sur ces études. Et donc, dans l'intestin irritable, mais aussi dans le SIBO d'ailleurs, eh bien, ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que ça va avoir un effet très significatif sur les ballonnements. Et on ne l'avait pas sous forme galénique pharmacie, si vous voulez. On l'avait sous forme d'huile essentielle. Mais depuis 1 an et demi, 2 ans, il existe sous forme de gélules. Donc, des gélules de menthe poivrée. Et ça améliore beaucoup les patients. Et c'est naturel. Mais est-ce que ça se substitue à un autre traitement ou c'est en complément? Tout à fait. Alors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait, dans l'intestin irritable, c'est une prise en charge polyfactorielle. C'est-à-dire qu'on va traiter la dysbiose, donc on va apporter les bonnes souches de probiotiques, on va traiter les symptômes aussi, donc la diarrhée ou la constipation, et on va traiter les ballonnements, donc avec de la menthe poivrée ou du charbon végétal. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, le cerveau, il a un rôle. Et le cerveau, si il reste stressé... Par exemple, prenons l'exemple des douleurs. C'est très représentatif. Le patient a l'habitude d'avoir mal, donc il va être de plus en plus anxieux parce qu'il a peur que ça arrive dans différents endroits, à son travail, dans le métro. Et donc, ça devient une véritable
peur, si vous voulez. Et ça crée ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire. C'est-à-dire que le patient a l'idée d'aller dans le métro, il va avoir mal au ventre parce qu'il va se dire que ça va poser problème. Donc, en traitant ces symptômes, notamment ces douleurs, on va faire en sorte qu'il ait plus mal. Donc, il va perdre cette information négative vers l'intestin. Donc, vous voyez, mais ça arrive, hein, même vous devez faire une conférence ou quelque chose qui vous dites je vais avoir mal au ventre, ça fonctionne parfaitement, hein. Oui, bien sûr. Enfin, moi j'ai pas ça, mais beaucoup de gens, parce que vous n'avez pas d'anxiété ou pas de stress. Ouais, c'est ça, mais ça peut arriver effectivement à tout le monde. Et dans l'intestin irritable, il faut traiter les douleurs, il faut traiter les troubles du transit, il faut traiter les ballonnements, il faut traiter le microbiote, donc rééquilibrer le microbiote avec les bonnes souches de probiotiques. Et je vois des patients qui errent souvent pendant des années, hein, faut dire la vérité. Et après, avec les bonnes souches, ils vont très vite mieux dans la très grande majorité des cas. Alors, on parle du boss ce matin, le microbiote intestinal, mais il y en a d'autres, hein, des microbiotes. C'est vrai que là, on a choisi de s'intéresser, voilà. C'est le patron, c'est le régulateur, mais il y a des microbiotes dans le vagin, par exemple. On traite d'ailleurs, aujourd'hui, avec des probiotiques, les problèmes de vagin, les problèmes d'infection. Voilà, il y a les microbiotes cutanés, voilà, partout. Voilà. Cutanés, pulmonaires, dans le foie, etc. Voilà, vous publiez Médecine microbiotique, soignez tous vos maux grâce aux probiotiques aux éditions Marabout. C'est le fruit aussi de votre pratique depuis une douzaine d'années, hein, même un peu plus d'ailleurs, sur le microbiote depuis qu'on l'a découvert en 2008. Et c'est vrai que c'est passionnant comme sujet, c'est un peu le maître Yoda du corps. C'est ça, j'adore Yoda, j'ai son petit personnage sur mon bureau, j'ai toujours aimé Star Wars et un jour... connaissant bien le microbiote, puisque je suis expert du sujet, je me suis dit, mais en fait, nos bactéries invisibles, c'est les midi-chloriens de Yoda. Et du coup, tout m'est apparu, si vous voulez, extrêmement limpide, puisqu'en fait, je suis aussi interniste, vous savez, donc cette médecine transversale, holistique, où on intègre les différents organes dans la démarche. Et en fait, le microbiote, c'est finalement, comme il communique avec tous les organes, ces bactéries, c'est finalement le monde microscopique de la médecine interne, donc de la connexion entre les organes. Alors, on s'est intéressé à son rôle immunitaire avec la Covid-19 et on l'a vu que pour certaines formes graves, hein, le virus se fixait dans le microbiote. Comment ça fonctionne ? Exactement. Donc, on a observé que les patients qui avaient des formes graves avaient avant le début de leur infection, une dysbiose, donc un déséquilibre de leur microbiote intestinal. Et cette dysbiose a comme caractéristique de permettre au virus de se fixer, en quelque sorte, davantage à la paroi intestinale et à diffuser également dans le poumon, puisque, comme vous le savez, quand on est infecté, on a beaucoup de bactéries, on a beaucoup de virus, dans les poumons, mais aussi dans l'intestin. On le retrouve dans des examens de selles, très simplement. Et les deux communiquent, évidemment. Tout ce qui est dans notre tube digestif passe dans notre sang et diffuse dans le poumon. Donc il y a l'infection directe, si je puis dire, pulmonaire, et puis il y a l'infection secondaire par l'intestin. Et donc cette dysbiose va faire effectivement que le virus, en quelque sorte, va rester longtemps, va faire un réservoir qui va alimenter en quelque sorte les poumons et de ce fait entraîner des formes plus graves. Les Chinois ont élaboré des protocoles, hein, d'ailleurs, hein, spécifiques à la Covid. Hein. Exact. Alors, tout ce qui se passe en Chine, ça ne vous aura pas échappé et pas toujours extrêmement diffusé comme information. Mais c'est dommage parce qu'ils ont été les premiers confrontés à la maladie, donc c'est eux qui ont le plus de recul. Complètement. C'est très dommage, je suis d'accord avec vous. Mais effectivement, on a des publications de Chinois, puisque les chercheurs ont quand même la possibilité de publier, et sur des patients qui avaient des facteurs de risque de formes graves, type diabète, hypertension, obésité, eh bien, ils ont donné des probiotiques. Et ils ont observé que dans le groupe probiotique, il y avait moins d'évolution vers les formes graves. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait de protocole, si vous voulez, sur la Covid et les probiotiques. Voilà, c'est à l'état, je dirais, de recherche pour le moment. On dit de l'intestin que c'est notre deuxième cerveau, et vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, parce que pour moi, c'est le premier cerveau. Ouais, pourquoi ? Parce qu'en fait, notre système nerveux central, il nous permet de penser, d'avoir des sentiments, de mémoriser des choses, mais c'est pas lui qui régule notre santé. Notre santé est régulée par le microbiote, c'est-à-dire nos bactéries. C'est elles qui vont faire en sorte qu'on ne développe pas des maladies.
c'est pas le cerveau. Alors effectivement, il y a des pathologies psychosomatiques qui existent, mais le vrai régulateur, la vraie centrale de notre santé, c'est dans notre intestin, puisque c'est lui qui va donner les bonnes informations et nous empêcher de développer les pathologies. Alors c'est le premier cerveau pour moi. Voilà, aujourd'hui, il y a des publications qui commencent à être diffusées depuis 2-3 ans sur le lien qu'il y a entre microbiote et dépression, anxiété, tous ces troubles. Comment l'intestin va-t-il communiquer avec le cerveau ? Alors c'est passionnant, effectivement. Et c'est simple en même temps. Si vous avez un déséquilibre de votre microbiote, eh bien, les bactéries vont envoyer des informations au cerveau via un système nerveux, via les nerfs en fait, le nerf vague, peu importe, et puis via des substances endocriniennes, donc des hormones. Ces missiles, en quelque sorte, vont partir vers le cerveau et vont enclencher différents symptômes, notamment stress, anxiété, dépression aussi. Et par exemple, je vous donne un exemple très parlant, la sérotonine, vous savez, que tout le monde connaît, la fameuse hormone du bonheur. Eh bien, cette hormone, elle est fabriquée par qui ? Par l'intestin. Voilà. 90% de la sérotonine est fabriquée par l'intestin. C'est quand même fascinant. Et que 10% seulement par le cerveau. Donc avec ça, quasiment tout est dit entre les liens, pour les liens entre les deux. Vous avez une autre substance qui s'appelle la GABA, qui est déficitaire aussi. GABA. Voilà, l'acide gamino-aminobutyrique, exactement, pour dire un nom savant. Pour ceux qui aiment bien googler, allez-y, vous allez voir, elle est passionnante celle-là. Voilà, GABA, il y a moins, la GABA diminue en cas de dysbiose, en cas de déséquilibre du microbiote, et ça va favoriser l'anxiété, le stress, et même quelque chose de très particulier qui est la dépendance à l'alcool. C'est vrai ? D'ailleurs, il y a des médicaments qui agissent sur le taux de GABA dans les cas de dépendance à l'alcool. Et vous connaissez sans doute comme moi quelqu'un qui est devenu dépendant rapidement, et puis d'autres qui boivent la même chose et qui ne deviennent pas dépendants. Et ben c'est lié au microbiote intestinal et à nos bactéries. Ils ont moins de GABA finalement. Ils ont moins de GABA. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait soit anticiper les troubles de l'humeur, soit les traiter grâce à des traitements au niveau de l'intestin? Tout à fait, on le fait d'ores et déjà. Ça s'appelle les psychobiotiques biotiques, psy. Qui sont des probiotiques. Alors, et des prébiotiques. D'accord. Donc, psychobiotiques, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, voilà, c'est toutes les substances liées au microbiote qui agissent sur l'humeur. Donc prébiotiques, c'est-à-dire les fibres alimentaires, ce qu'on mange, les légumes, les fruits, et puis les probiotiques, donc les bonnes bactéries. Et il y a effectivement différentes souches de bactéries bien identifiées, comme Bifidobacterium longum par exemple, et je donne les 3 souches qui ont été étudiées chez l'humain et qui ont montré des effets favorables, positifs sur l'anxiété et sur la dépression dans ce cadre-là. Alors vous avez commencé à répondre tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait finalement avoir une étude détaillée de l'état de notre microbiote et ensuite essayer de le réensemencer ou de lui donner les souches qui nous manquent. Ça on peut faire ? Alors on pourra le faire quand on aura l'étude du microbiote fécal fiable. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les chercheurs savent le faire à but de recherche, mais on n'a pas la possibilité de dire je vais aller faire mon étude du microbiote fécal et avoir un résultat exploitable et qui me permettra de moduler en fait et de rééquilibrer mon microbiote. Ça arrivera dans quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ce que me disent les chercheurs de l'INRA quand j'échange avec eux. Ça va arriver et après on rééquilibrera. Et dans le futur, on ira plus loin puisque en fait la dysbiose, c'est-à-dire ce déséquilibre, c'est par rapport à vous-même en quelque sorte. C'est-à-dire j'ai mes bactéries de départ et elles se modifient dans le temps. Donc c'est une vision cinétique, si vous voulez, évolutive. Et donc c'est pour ça que dans 10 ans, 15 ans, on prendra le microbiote fécal des nouveau-nés et on pourra adapter en permanence tout au long de la vie. Alors, vous mettez justement ceux qui nous écoutent et vos lecteurs en alerte en disant attention aux kits de transplantation fécale qu'on trouve en vente sur Internet. Il y a une grande mode en ce moment. Là, c'est complètement dément parce que si vous voulez, il n'y a qu'une seule indication aujourd'hui de la transplantation fécale, qui est un processus lourd, puisqu'on prend des selles d'un donneur, qui est sécurisé, c'est-à-dire on va vérifier qu'il n'a aucune infection, pas d'hépatite virale, pas d'infection digestive, et on va lui transplanter ou faire une greffe fécale à un receveur qui, lui, fait des infections répétées à une bactérie particulière. C'est tout pour le moment. Donc, il faut être clair là-dessus. Il y a des études en cours qui ont été arrêtées d'ailleurs pour cause de Covid,
mais qui devrait reprendre, notamment dans le centre français de référence en septembre, pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Mais en fait, faut pas faire ça. Parce que si vous prenez les selles de quelqu'un et qu'il a une infection dans son tube digestif ou qu'il a un virus, eh ben vous récupérez, vous vous infectez. Donc c'est extrêmement grave, les conséquences sont potentiellement extrêmement graves. Donc faut absolument pas faire ça. Pas de kit sur Internet, ça a l'air facile, mais c'est une fausse bonne idée. C'est ça, exactement. C'est même dangereux en fait, c'est inefficace et dangereux. Donc... Alors, pour tous ceux qui prennent des antibiotiques, anti-inflammatoires, des traitements au long cours, pourquoi ces catégories de médicaments sont-elles mauvaises pour le microbiote et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire si on est en traitement de longue durée ? Alors en fait, quand vous prenez des antibiotiques, qui par ailleurs sont indispensables, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire le contraire, eh bien vous allez décimer vos bactéries. Donc les bactéries qui vous ont attaqué et qui sont à l'origine de l'infection, d'accord, mais aussi les autres. C'est-à-dire que l'antibiotique, il n'est pas capable d'identifier les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. L'antibiotique, de sa façon dont il fonctionne, il tue toutes les bactéries. Il va tuer, parce qu'il a ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire qu'il a une zone d'action sur les bactéries pathogènes, donc les bactéries méchantes, ennemies, mais en même temps, il peut pas être sélectif, si vous voulez, à 100%. Donc il va détruire aussi des bonnes bactéries. Beaucoup moins que les mauvaises, mais il y en aura quand même. Et donc, du coup, le microbiote, donc nos bactéries, nos bonnes bactéries, vont être abîmées aussi. Elles vont diminuer en quantité. C'est pourquoi, pour éviter que ça perdure, parce que si vous faites rien, votre microbiote il va être déséquilibré dans le temps, et du coup, vous allez développer des maladies, y compris des infections d'ailleurs, les fameuses infections à Clostridium, vous savez ? Non. Bon, la Clostridium, c'est une bactérie particulière qui va se développer justement après prise d'antibiotiques. Je prends des antibiotiques, je vais soigner mon infection, très bien. Mais en même temps, je risque de développer une infection particulière qui s'appelle Clostridium. Clostridium difficile, exactement. Mais si je prends des probiotiques, donc il y en a 2 qui sont référencés et qui sont validés, eh ben, je vais réduire d'une façon extrêmement importante ce risque d'avoir déjà de la diarrhée en immédiat et puis d'avoir à terme cette infection très très embêtante à soigner. Et alors aujourd'hui, et là je voudrais insister sur quelque chose que je constate, si vous voulez, tous les jours à ma consultation, c'est que 8, ça va vous effrayer ce que je vais vous dire, mais c'est pourtant la réalité du terrain, 8 à 9 prescriptions d'antibiotiques ne sont pas associées à des probiotiques. Peut-être par manque de connaissances pour l'instant, non ? Non, pas par manque de connaissances, puisque cette notion, si vous voulez, de Clostridium, c'est très très connu depuis des dizaines d'années. Vous connaissez l'ultralevure. Qui ne connaît pas l'ultralevure ? Le premier qui a été utilisé, c'est celui-là. Et les médecins d'il y a 40 ans prescrivaient de l'ultralevure. Et puis pour une raison mystérieuse, cette habitude s'est diluée. Et aujourd'hui, je vous dis 8 à 9 prescriptions de médecins ou de dentistes parfois, puisque des fois pour les infections dentaires, ne sont pas associées à des probiotiques. Et donc, si vous voulez, le livre va permettre aux patients, à la limite, de dire « Bon, très bien, j'ai les antibiotiques, mais où est mon probiotique ?» Et du coup, il va en prendre et ça va lui éviter de gros soucis. Et ça, c'est important. C'est un message de prévention, ça, si vous voulez, extrêmement important, de dire toute prise d'antibiotiques doit être associé à un probiotique. Bon, mais les probiotiques, eh bien, il faut utiliser la bonne souche. C'est ça le secret, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un marché considérable de centaines de millions d'euros en Europe, plus de 2 milliards dans le monde. Et donc, en fait, il y a des centaines et des centaines et des centaines de probiotiques. Alors, évidemment, le patient, pour s'y retrouver, c'est pas évident, puisque on va lui dire, voilà, un probiotique, il ne peut pas, évidemment, de fait, faire la différence entre celui qui lui convient et un autre. Et souvent, les patients ne prennent pas le bon. Et donc là, le but, c'est de les éclairer, de leur dire, voilà, vous avez des problèmes de stress, vous avez des problèmes d'intestin, vous avez des problèmes d'obésité. Voilà, je vous donne les bons produits, les bonnes souches et les non commerciaux qui vont avec. À noter que vous consacrez un chapitre à l'obésité et justement de savoir ce qu'on peut faire et obtenir grâce au microbiote. Médecine microbiotique, c'est le titre de votre livre, Dr Bérébi. Soignez tous vos maux grâce aux probiotiques. Je rappelle que vous animez un podcast qui s'appelle Merci Docteur. Tout à fait. Voilà, vous pourrez réécouter cette émission en podcast, justement, mais sur la chaîne de Beurre FM et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.